bienvenue dans la Libre Antenne pour 2 heures de direct au 39-21. Ce soir, ce sont les vacances pour certains d'entre vous et vous êtes peut-être déjà sur la route. Alors profitez au mieux de vos congés d'été pour prendre vos distances et partir à votre propre rencontre. La question du sens que tous nous recherchons ne peut plus s'aborder par la technique du remplissage. Il faut arrêter de saturer le temps d'exercice physique et de trop-plein culturel. Laissez le temps intérieur nous remplir. L'introspection vous apprendra que l'on vous a caché l'essentiel, que les choses se contentent d'être, que c'est nous qui leur attribuons une valeur. Profitez aussi de la marche à pied, pourquoi pas, à l'heure où nous envisageons différemment notre futur. Mettre un pied devant l'autre devient pour nous tous une perspective enrichissante. Marcher pour se délivrer de l'urgence, pour retrouver son rythme, devenir disponible, s'ouvrir aux autres. Pour aller où, peu importe. Il y a un proverbe chinois qui dit que seul le chemin compte. Sans doute les adeptes des sentiers escarpés seront d'accord. Tous savent qu'ils cheminent d'abord avec eux-mêmes. Marcher, c'est finalement le meilleur moyen de converser avec soi et avec l'autre aussi, car lorsque nous marchons, l'autre chemine aussi à nos côtés, dans un dialogue intérieur favorisé par notre locomotion. Mais avant de vous aventurer sur le chemin de vos vacances, ayez à l'esprit la célèbre phrase de Goethe « Tout homme qui marche peut s'égarer ». Allez, on parle de vos vacances si vous voulez ce soir, mais aussi de vos chemins de vie et de vos égarements. Quentin reçoit vos appels au 39-21 avec Amy et c'est Charles Westrelin qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis avant d'accueillir Bruno à l'antenne, un très bon anniversaire à vous, Marie. Marie, je sais, mon petit doigt m'a dit, non pas mon petit doigt, mais vous nous l'avez dit vendredi dernier, que ce soir, 11 juillet, c'est votre anniversaire, vos 70 ans, et vous nous aviez appelé vendredi dernier pour nous dire combien cet anniversaire vous bouleversait, vous inquiétait, vous angoissait. Alors voilà, une petite pensée pour vous de ma part et de celle des auditeurs en ce jour d'anniversaire, chère Marie, et pour cette nouvelle dizaine. Vous êtes là, Bruno ? Oui, je suis là. Bonsoir, oui. Sophie. Bonsoir, Bruno. Merci de prendre mon appel, déjà. Bienvenue. Merci. En fait, je vous appelle parce que je me suis séparé de mon ami il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, j'ai encore quelques difficultés à faire le deuil de cette histoire. On était ensemble depuis 3 ans, c'est pas encore complètement cicatrisé. Je suis responsable en grande partie de son départ, mais c'est pas tellement pour ça que je vous appelais en fait. C'est parce que j'ai beaucoup de mal à supporter une chose, c'est qu'en fait elle n'a jamais pris de nouvelles. Elle s'est jamais inquiétée, en tout cas directement auprès de moi, de savoir comment j'allais, comment je m'en sortais. Malgré le fait que ce soit une personne qui soit d'une grande honnêteté intellectuelle, d'une très grande gentillesse, et quand je dis gentillesse, je parle pas du côté péjoratif. Quand on dit que quelqu'un est gentil, c'est vraiment une vraie une femme qui est toujours très extrêmement gentille. Et j'ai du mal à comprendre, à accepter qu'en fait elle n'ait jamais pris de nouvelles malgré ses promesses quand on s'est séparés. Oui. Voilà, elle n'a jamais pris de nouvelles. Alors je sais que les promesses n'engagent souvent que ceux qui les reçoivent. Oui, que ceux qui les écoutent, dit le proverbe. Mais en même temps, vous me disiez à l'instant que la rupture a été plutôt de votre fait, en fait. Oui, tout à fait, oui. Oui, alors du coup, je trouve un petit peu étrange, pardonnez-moi, mais j'essaye de comprendre. C'est pas un jugement, j'essaye de comprendre qu'est-ce qui vous amène à regretter qu'elle prenne pas de vos nouvelles, alors que vous avez provoqué cette rupture. Non, je me suis mal exprimé. En fait, ce que je voulais dire, c'est que si elle était partie, est-ce que c'est elle qui a pris la décision, c'est que c'était de ma faute. Ah, pardon, d'accord. Voilà. Pourquoi vous dites ma faute ? Parce qu'on est toujours deux dans une relation. Oui, on est toujours deux. Je sais que c'est jamais 100% d'un côté, 0% de l'autre, mais parce que, en tout cas, c'est de ma faute en grande partie, parce que je lui ai pas apporté en tout cas ce qu'elle désirait pendant nos 3 ans de relation. Oui, mais ça lui appartient. Vous voyez, on peut pas se changer.
Dites, je lui apportais pas ce qu'elle désirait, alors c'est de ma faute. J'aurais dû lui apporter exactement ce qu'elle souhaitait. Oui, parce que j'en étais capable, mais je m'en suis rendu compte après. Ouais. Et du coup, vous avez le sentiment que le fait de pas prendre de vos nouvelles, parce que en prenant de vos nouvelles, vous auriez aimé lui prouver autre chose, peut-être? Il y avait un projet derrière? Non, pas vraiment. Non. Mais disons que j'étais, je m'attendais vraiment à ce qu'elle prenne, de temps en temps des nouvelles. En fait, connaissant vraiment la personne avec qui j'étais, je vous dis, c'est une femme d'une très grande intellectuelle et puis d'une très grande gentillesse. Je suis extrêmement surpris et limite déçu du fait qu'elle n'en ait jamais pris, quoi. Mais Bruno, par exemple, si on inverse quelquefois, vous savez, en inversant les personnes, quelquefois on comprend mieux. Est-ce que si vous aviez à l'inverse quitté justement une femme parce que voilà vous étiez pas heureux dans cette relation, vous prendriez quand même de ses nouvelles? Eh bien oui, c'est bien pour ça, c'est bien le problème. C'est parce que j'y ai déjà pensé, je l'ai déjà fait une fois, j'ai quitté la mère de mes enfants et je prenais de nouvelles régulièrement. La mère de vos enfants. Elle a du mal à accepter et je voulais savoir si elle remontait la pente, si le moral, etc., si ça allait bien. Oui, mais c'était la maman de vos enfants, donc vous preniez soin. Je sais parfaitement, me connaissant, que même si on n'avait pas eu d'enfants ensemble, j'aurais quand même fait. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal. Alors, du coup, je me demande... Est-ce que à chaque fois que j'en discute avec une amie, je lui dis bon, en tant que fille, donne-moi ton point de vue, quoi. Et du coup. Et qu'est-ce que vous disent vos amis? Ils sont pas très tranchés, en fait. Ils me disent qu'ils comprennent ma position, mais qu'ils comprennent sa position aussi. Donc, alors que moi, j'ai du mal à comprendre la sienne. En fait, c'est ça le truc. Et moi, la question que je me pose, c'est comment ça parle de vous? Cette attente déçue et frustrée. J'ai pas compris votre question. Mais comment cette attente, le fait d'attendre et d'être un peu frustrée et déçue qu'elle ne prenne pas de vos nouvelles, de quelle façon ça parle de vous, de votre histoire? Parce qu'on pourrait imaginer, on pourrait imaginer que quand on est quitté pour une raison ou une autre, la personne n'a pas forcément, parce que ça s'appelle garder un lien. Vous êtes en train de me dire, je suis triste parce que j'ai plus de lien. Oui, tout à fait. En fait, elle vous manque. C'est pas complètement, oui. Voilà. Ouais. C'est pas tant qu'elle prenne pas de vos nouvelles, c'est juste que vous la perdez, vous l'avez perdue. Oui, ça parle de la perte. C'est effectivement le fait que je l'ai perdue. Aujourd'hui, moi j'en suis bien conscient, et puis je n'ai aucun espoir qu'elle revienne aucun espoir. Non, mais parce que je crois qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Donc, mais au-delà de ça, en fait, ça va à l'encontre de la personnalité qu'elle est, et puis surtout des discussions qu'on a pu avoir à la fin quand on s'est séparés, quoi. C'est ça. Comme une promesse, oui. Un jour, elle m'a dit, c'est pas à moi de t'aider à aller mieux. Et ça, j'ai pris ça comme une claque, parce que pour moi, je m'attendais absolument pas à ce genre de phrase venant de sa part, quoi. Là, c'est une façon à elle de vous dire qu'elle prendra pas de vos nouvelles. Oui, mais elle me l'a dit, c'était au bout de 2 mois, c'était 2 mois après la séparation, ça fait 1 an et demi aujourd'hui. Ah oui, donc elle vous a pas fait la promesse d'en prendre, elle vous a dit j'en prendrai pas. Oui, mais le problème c'est qu'un mois et demi avant, quand on s'était, ou 2 mois avant, quand on s'était séparés, elle avait dit complètement l'inverse, quoi. Donc elle voyait très bien, parce qu'on avait une activité commune qui a continué pendant 6 mois, donc elle voyait que ça allait pas, et puis elle faisait comme si j'existais pas, quoi, vous voyez. Sa façon de se protéger, c'est très certainement une façon de se protéger. De vous, de quelque chose qu'elle pouvait ressentir éventuellement comme un peu envahissant. En tout cas, quand elle vous dit c'est pas à moi de faire en sorte que ça aille mieux, si je peux rien pour toi. Alors c'est violent, j'entends bien pour vous, c'est violent. Ouais. Oui, mais c'est une rupture, Bruno. Et en fait, dans ce que vous me racontez, c'est que il y a quelque chose qui est compliqué ou difficile pour vous dans les ruptures. Est-ce que ça vous rappelle, donc vous avez parlé de la mère de vos enfants, est-ce qu'il y a d'autres histoires dans votre vie qui font écho à la rupture? Est-ce que c'est quelque chose de compliqué pour vous en amitié, en amour? Oui, alors c'est vrai que toujours difficile, vous me direz, mais non, mais vous avez raison. C'est vrai que même en amitié, j'aime pas m'engueuler avec quelqu'un. J'aime pas quand ça va, quand ça va pas avec quelqu'un. J'essaie toujours de réparer un peu de réparer les morceaux. La personne avec qui j'étais avant, cette personne-là, est partie au bout d'un an, mais bon, c'est une toute autre histoire. Mais disons que pour vous raconter un peu ce qui s'est passé, ça se passait super bien pendant 9 mois. Au bout de 9 mois, je lui ai proposé de venir habiter à la maison. Ça a complètement changé. Du coup, je n'avais plus
je donnais tout, je recevais absolument rien. Et du coup, pendant ma nouvelle histoire, donc avec la personne avec qui j'étais pendant 3 ans, je me suis, de manière complètement involontaire, parce que je m'en suis aperçu à la fin, je me suis protégé, ce qui fait que je donnais pas tout ce que je pouvais donner. C'est ce qui a fait qu'elle est partie, en fait. Mais globalement, que ce soit en amitié ou en amour, c'est vrai que ce sont pas des situations que j'aborde de manière très sereine, quoi. Enfin, on dirait la perte, personne ne l'aborde de façon sereine, je suis pas mais certain que ça existe. Oui, mais c'est en même temps c'est un passage, c'est passer à autre chose. Or vous ne passez pas à autre chose. Quelque chose reste imprimé. C'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose. Comme si dans cette histoire-là précisément, vous souhaitiez, alors je mets des guillemets, j'aime bien en mettre, vous rattraper, enfin lui prouver que quelque chose est possible ou que il y a pas un projet derrière cette histoire de prendre des nouvelles. J'ai essayé pendant 6 mois ou 1 an effectivement de lui dire que voilà, les choses sont différentes, que j'ai compris plein de choses, peut-être trop tard, mais en tout cas voilà. Donc effectivement, si il y avait ça. Maintenant comme je sais qu'il y a eu aucun pas de sa part, au moins en tout cas pour prendre des nouvelles, je sais que c'est tout à fait terminé, si vous voulez. Mais même maintenant, je me dis qu'est-ce qui l'empêche de prendre des nouvelles, quoi. Voilà, ce qui l'empêche, c'est d'ailleurs ce que dit aussi Brigitte là. Peut-être a-t-elle eu besoin de distance pour se retrouver, reconstruire sa vie après la séparation. Et Brigitte dit, vous ne connaissez pas ses besoins. Et effectivement, on ne connaît pas. Vous dites, ça lui ressemble pas. Mais on est multiple, on est complexe. Vous la connaissez sous un certain angle. Elle vit quelque chose. Elle est peut-être même, alors ça va peut-être un peu dur ce que je vais vous dire, ou dans une autre histoire ou ailleurs. Et elle ne souhaite pas garder un lien. C'est son souhait, c'est son besoin. Ouais. C'est toujours entre deux personnes, c'est toujours désir contre désir ou besoin contre besoin. À un moment donné, votre besoin à vous, c'est qu'elle prenne de mes nouvelles et rester en lien avec elle. Et ce n'est pas le sien. Vous n'êtes pas dans le même besoin qu'elle. Et ça vous heurte. Oui, c'est vrai que ça me fait bizarre parce que ça va à l'encontre de ce qu'elle m'a dit, quoi. C'est surtout ça. Alors c'est vrai que c'est peut-être des promesses qui se font dans l'urgence d'une rupture, mais. Oui, vous vous sentez un peu trahi. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Vous sentez trahi. Vous avez déjà été trahi, Bruno, ou... Non. C'est un peu une découverte, en fait. Ah, c'est une découverte. Ouais. Ouais, ça touche des valeurs, en fait, j'entends. Ça touche des valeurs, exactement, Ouais, c'est impossible parce qu'elle m'avait promis, un peu comme un enfant. Vous savez, on promet quelque chose à un enfant, on tient pas sa promesse, c'est terrible, quoi. Ouais. Quand vous étiez petit, il y a eu une histoire comme ça de promesses non tenues ou de promesses toujours tenues par vos parents? Non, pas du tout. Non, ça me fait me raccrocher à rien du tout. Du tout. Le seul truc, c'est que moi, quand je promets un truc, je le fais, quoi. Et donc du coup, Oui. Alors, vous voyez, c'est intéressant ce que vous confiez là, parce que c'est souvent, on imagine que nous, quand on a certaines valeurs, on imagine que les gens qu'on apprécie, qu'on aime, avec lesquels on est en relation, est les mêmes que les nôtres. C'est ce qui crée le lien, d'ailleurs. Et là, vous dites, non, cette femme que j'aime peut-être encore, en tout cas, voilà, pour laquelle j'ai un chagrin d'amour, elle n'est pas dans les valeurs que je pensais qu'elle avait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et ça vous déçoit? Oui, il y a la déception, il y a de la colère, il y a de la surprise, il y a pas mal de sentiments qui se mêlent. Et c'est c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me dire, même pourtant vous me direz, ça fait moi des fois je me demande si je suis normal, ça fait 1 an et demi que c'est terminé, mais j'ai vraiment du mal à me dire à passer à autre chose, à passer à autre chose, parce qu'il y a une blessure, parce que vous êtes pas bien avec ça, parce que c'est comme quelque chose qu'elle aurait fait contre vous. Vous voyez, ça atteint une partie du sens de la vie pour vous, d'une valeur. Vous voyez, ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, dit aussi le proverbe. C'est un peu ça. Elle vous a fait quelque chose que vous ne feriez pas à quelqu'un d'autre. Donc elle atteint quelque chose de vous qui est un noyau dur. Oui, c'est alors non seulement ça, mais c'est au risque de me répéter, quoi. C'est ça, mais surtout venant d'elle, quoi. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil, donc c'est ça que je comprends pas, quoi. Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, et là où vous ne comprenez pas, c'est que vous en faites une affaire personnelle, comme si elle le faisait contre vous, alors qu'elle le fait peut-être pas contre vous, mais pour elle. Et c'est ce que disent d'ailleurs les auditeurs. Ce que dit Lucie, c'est peut-être aussi pour elle une manière de ne pas entretenir chez vous de faux espoirs. C'est pas respect pour vous, passer à autre chose, douceur, vous dit Lucie. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est sans doute pas contre vous, mais pour elle. Et quelquefois, on prend les événements de la vie ou d'autres contre soi. On en fait une affaire personnelle,
alors que c'est son affaire personnelle à elle et pas la vôtre. Ouais, peut-être, ouais. Alors, il y a un auditeur qui demande, et vous, est-ce que vous avez pris de ces nouvelles? Ben, bien sûr. Ah, Moi, alors oui, si, moi je lui ai envoyé des textos régulièrement, ou des pas très sympas toujours d'ailleurs, enfin, plutôt vers la fin d'ailleurs, mais oui, au début je prenais ses nouvelles, elle me répondait, alors pas à l'intégralité de mes messages, en fait elle me répondait à ce qui l'intéressait, ce qui est, à mon avis, ce qui la gênait, elle voulait pas répondre, mais oui, bien sûr que oui, j'ai pris ses et nouvelles. elle répondait en partie. Au début elle répondait, bon après comme je lui ai envoyé quelques textos pas très sympas, que je regrettais dans la seconde, mais je pense que c'est la colère qui faisait ça, et c'est jamais bonne conseillère, la colère n'est jamais bonne conseillère, mais donc là du coup elle me répondait plus. Bon là c'est un petit peu mieux, je lui ai envoyé un texto pour son anniversaire, on a rediscuté un tout petit peu, mais de manière très on va dire Ouais, enfin si elle a pris des coups, elle se méfie, hein. Elle sait que vous êtes sujet à quelques petits scuds par SMS, donc vous voyez, elle est peut-être un peu en protection d'elle-même, hein. Bon, j'ai pas envoyé des scuds tout de suite, hein. Ça s'est fait au bout d'un peu plus d'un an. Non, mais vous savez, les SMS c'est toujours très compliqué, on ne sait jamais quand ça tombe, où ça tombe. Comment est la personne. Il n'y a pas le langage verbal, il n'y a pas les. Oui, mais non. Pas le langage non verbal et tout. Oui, c'est vrai. Oui, ça peut être très violent, hein. Et puis il y a un auditeur qui dit est-ce qu'on serait pas tout près de la blessure narcissique la plus longue à guérir? Possible un peu aussi, quoi. Vous voyez, l'homme que vous êtes avec ses mains pleines et du coup aussi sa colère et sa frustration, vous êtes là tout bête, quoi. Et c'est pas agréable pour vous. Ben ouais, parce que et puis ça c'est d'autant plus multiplié par le fait que j'ai eu beaucoup de mal à oublier cette histoire, et que d'ailleurs je l'ai pas encore complètement oublié à 100%. Oui, mais enfin, il me semble, hein, mais arrêtez-moi si je me trompe, mais dans ce que vous avez confié, c'est vous dites, j'ai pas tout, j'avais une histoire précédente où ça s'était pas bien passé, du coup j'ai voulu ou j'ai fait différemment, et puis j'ai pas tout donné, et en même temps je sais que j'étais capable de. Alors vous restez un peu, j'allais dire mal à l'aise parce que vous avez le sentiment que vous auriez pu. Ah oui, en n'ayant pas pu. Alors ça me travaille énormément. Bah oui. Le fait que je savais que j'étais, quand normalement on aurait encore dû être ensemble si j'avais fait ce qu'il fallait. Ouais. Oui, mais là c'est pas très juste pour vous, voyez Bruno, parce que encore une fois, tout ne tient pas qu'à vous. Et votre colère, votre culpabilité, vos ressentiments, tous ces sentiments-là sont si forts parce que votre culpabilité est très forte. Et dans la culpabilité, on a beaucoup de toute puissance, c'est-à-dire on croit que on aurait pu faire tout seul. C'est-à-dire, si j'avais été autrement, ou si j'avais fait autrement, alors cette chose-là ne se serait pas passée. Mais on oublie l'autre. En fait, là, dans tout votre raisonnement, vous l'avez oublié, elle. À la fois ce qu'elle ressent, à la fois qu'elle en fait peut-être pas une affaire contre vous, mais pour elle, à la fois que malgré tous vos efforts, ça aurait pu ne jamais bien se passer. Vous voyez, il y a plein d'inconnus. Et vous rajoutez du connu comme si vous saviez que vous auriez pu maîtriser. Il y a quelque chose peut-être à lâcher. Peut-être que cette histoire est là pour vous apprendre quelque chose sur vous. Ouais, sûrement. Même, je pense, ouais. Hein, pour ne pas rester concentré dessus. Il y a Brigitte qui dit elle était certainement sincère quand elle avait cette promesse, mais en période de crise et de séparation, on peut changer par rapport à ce qu'on dit à un moment donné, et elle a certainement eu besoin de distance. C'est vrai aussi. Il y a peut-être un peu de souplesse à trouver pour vous dans cette histoire. Ouais, et ça, j'arrive pas à en trouver justement de la souplesse. Ouais. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous sens un peu coincé, un peu rigidifié, mais forcément dans la douleur, hein, quand le corps a mal, vous savez, il est tout rigide. Le cœur, c'est un peu pareil. Quand le cœur a mal, il devient un peu tout rigide. Alors, je sais pas quels sont vos projets là pour l'été ou de vacances, mais voilà, peut-être il y aura peut-être, je sais pas, des rencontres, mais vous aider à passer à autre chose, lâcher un peu quelque chose, vous voyez. J'ai essayé, parce que j'ai rencontré quelqu'un de fin d'année dernière, début de cette année, mais le problème c'est que j'étais encore tellement dans l'histoire que je lui ai dit que c'était même pas la peine. Je pensais encore à elle, donc j'ai préféré être honnête et lui dire que je pouvais pas, que c'était pas la peine, et plutôt que de lui mentir et être dans le semblant, j'ai préféré arrêter, quoi. Est-ce que c'est à elle que vous pensez ou c'est à vous, à votre blessure? À ce qui aurait pu, ce que vous auriez pu faire, pu dire, pu être? Peut-être les deux. Ouais. Peut-être les deux, c'est possible, mais je sais. Parce que pendant ce temps-là, vous vous empêchez de vivre. Mais ça c'est sûr, ouais. Ça c'est sûr et certain. Ouais. Il y a même quelque chose de pas très juste pour vous, là. Ouais, mais j'ai essayé, mais j'arrive pas. C'est ça le problème. Vous voyez, le problème, c'est que j'arrive pas, quoi. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lâcher?
Eh ben, à me lâcher, à oublier cette histoire-là et me dire, allez, c'est bon, on passe à autre chose, quoi. C'est pas l'oublier, c'est en faire quelque chose, Bruno. On n'oublie pas, ça sert à rien, on peut toujours mettre les trucs sous le tapis, c'est pire. C'est justement parce que vous voulez oublier que vous n'y arrivez pas. C'est pas oublier, c'est prendre le bon, le moins bon, la prendre pour ce qu'elle est, cette histoire, en faisant une information, une connaissance de vous-même, et à avancer. Et à lâcher ce qui n'est pas à vous. Il y a quelque chose à elle qui n'est pas à vous. Laissez-lui cette liberté, ça me paraît important. Et puis il y a Feuille d'érable qui dit les messages par texto pour avoir expérimenté, c'est toujours dangereux. Ça ne traduit pas toujours ce qu'on ressent. Bon courage. Oui, c'est un peu tout ça. Enfin, c'est vraiment une espèce d'imbroglio là que j'arrive pas à dénouer. Oui, ça s'appelle le lâcher prise, Bruno. Et le lâcher prise, c'est accepter que vous ne maîtrisez pas. Elle est peut-être là, la leçon, si je puis m'exprimer ainsi, de votre histoire. En tout cas, ce qu'il y a à apprendre pour vous. Peut-être être un peu plus souple devant l'événement de la vie. On maîtrise pas tout, c'est la grande leçon de l'amour. À un moment donné, on est deux et quelquefois, ça va pas dans le sens qu'on aurait aimé. Mais c'est comme ça, ça fait aussi partie de la vie. C'est une forme de sagesse à apprendre. Aussi douloureux que ce soit, j'entends bien. Je crois que même j'ai plus de mal à accepter le fait qu'elle n'ait pas pris de nouvelles que le fait qu'elle soit partie, en fait. Oui, c'est le fait qu'elle s'occupe plus de vous. Vous n'existez plus pour elle. C'est insupportable, vous voyez. Oui, c'est insupportable. Ouais. Et c'est vrai, comme le dit cet auditeur, on parle un peu de narcissisme. Oui, c'est très centré sur vous. Alors, c'est ok, c'est que vous êtes furieux parce que vous dites mais j'étais une plus belle personne que ça et elle l'a pas vu. Voilà. Alors c'est trop bête. Voilà, quelquefois oui, c'est trop bête, mais comme le dit encore très justement Brigitte, si vous aviez pu faire les choses autrement, vous l'auriez fait. Et vos regrets non fondés vont s'apaiser avec le temps. Vous avez fait comme vous pouviez faire. C'est très important de prendre la mesure de qui on est au moment où on l'est dans la vie quand on est dans un échec. Sinon, vous auriez donné ce que vous aviez besoin de donner. Il y avait quelque chose dans cette histoire à travailler. Peut-être faites-vous aider un peu, allez en parler un peu avec un psy pour voir un peu ce qui vous appartient dans cette histoire et ce qui vous appartient pas. Vous voyez, de trier un peu. Voilà. L'été peut-être peut vous aider à ça, trier. Vous lâchez ce qui vous appartient pas et vous prenez ce qui vous appartient, d'accord ? Oui, d'accord, ok. Bon courage à vous, Bruno, en tout cas. Merci, Sophie. Merci. Bonne chance, bel été. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Avant d'accueillir Charlotte, Bruno, si vous nous écoutez toujours, un petit message de Feuille d'érable pour l'été. Essayez de prendre ça comme une belle expérience et non comme un échec. Et puis, un auditeur ou une auditrice, parce que le SMS n'est pas signé, qui souhaite un très joyeux anniversaire à Marie, qui était intervenue, je le disais en début d'émission, à la Libre Antenne vendredi dernier. Voilà, j'espère que Marie va s'éclater à sa fête d'anniversaire entourée de ses amis. Bonne soirée, Marie, profitez bien de votre soirée. Oui, j'espère que pour vos 70 ans, vous n'êtes pas en train d'écouter la Libre Antenne, mais que vous avez un gros gâteau avec 70 bougies. Vous êtes là, Charlotte ? Bonsoir, Charlotte. Ah, on a perdu Charlotte. Vous nous entendez, Charlotte, ou vous êtes à l'antenne d'Europe 1 ? Écoutez, il est possible qu'on l'ait perdu. C'est toujours, vous savez, dans cette émission, dans la Libre Antenne, les joies du direct. Et puis alors, c'est sûr qu'avec quelquefois les téléphones portables, on a des petits soucis de réseau, ça coupe. Comme quoi, quelquefois, il y a des auditeurs qui nous disent « Ah, mais on a déjà entendu tel auditeur, c'est pas du direct, c'est une rediffusion. » Alors, j'en profite pour vous dire que dans la Libre Antenne, il n'y a jamais, je vous le jure, je vous le promets, il n'y a jamais de rediffusion. Voilà, c'est du direct, que ce soit Caroline Dublanche, Caroline Veil ou moi-même. On est toujours en direct, même quand nous sommes en décalé pour cause de foot. Et puis pendant qu'on cherche Charlotte et que je vois Quentin s'activer, j'en profite pour vous dire que c'est Caroline Veil que vous retrouverez comme chaque été au mois de juillet à partir de dimanche soir. Là, ce sera le dimanche, je calcule 13 juillet, exactement, dimanche 13 juillet, qui sera à l'antenne, dans la Libre Antenne, jusqu'au 3 août. Et puis moi, on se retrouvera, comme tous les étés, au mois d'août, à partir du lundi 4 jusqu'au retour
des vacances de Caroline, voilà, que vous aviez hier soir à l'antenne et qui est partie se reposer pour un été bien mérité. Bonsoir Laura. Oui, bonsoir. Je suis charmée de vous avoir au téléphone, surtout ce soir, puisque c'est un moment très joyeux pour moi. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc je vous explique ça, je vais essayer de le faire rapidement, c'est pas évident. Voilà, donc j'ai 49 ans, je suis unique et mon père est décédé en 2004. Ma maman, depuis 2002, après une intervention, il y a une hémorragie cérébrale et une intervention pour une tumeur très mal située, a été aphasique mais vraiment végétative dans une maison de retraite médicalisée pendant 10 ans. Et c'était un choc suite au décès de votre papa ? Alors, justement, je pense que quand papa est parti, parce que moi j'ai essayé de lui parler à ce moment-là, c'était assez difficile. Je lui ai dit mais où est papa ? Il est parti faire des courses, d'accord. Elle n'en démordait pas, mais où est papa ? Il va revenir. Il est parti faire des courses. Elle n'en est jamais venue de ce stade-là. Ah, elle était dans le déni, d'accord. Elle n'a pas dépassé. Totalement. Bon, alors, moi, je me suis accrochée à ses médecins, voir le traitement qu'elle avait. Par rapport, j'ai une assez bonne connaissance du cerveau, son fonctionnement, blabla. Donc, je me suis attardée sur les traitements qu'elle avait. J'ai trouvé que ce qu'on lui donnait n'était pas très approprié. J'ai fait faire des... Enfin bon, bref, je me suis... Bon. Et là... donc maman était dans une maison à Mont, je veux dire, je ne donne pas le nom de la maison de retraite, et donc on a trouvé une maison qui était beaucoup plus près pour nous, c'est-à-dire la tutrice qui est ma cousine, la tutrice légale qui est ma cousine et moi-même qui suis sa fille, et elle est à Choisy-le-Roi. Ok. À partir du moment où elle a été transférée, elle s'est mise à parler, à chanter, à demander où j'étais, pourquoi je n'étais pas là. Mais ça date de quand là ? Alors, ça date d'avant-hier. D'avant-hier. Ah ouais, non, je vous explique, là, je suis dans un état... Donc ça faisait 10 ans qu'elle ne parlait plus, hein, 10 ans. Qu'elle était dans un état neurovégétatif. On peut le dire. C'est ça. Les lobes, tous les lobes étaient... tout le cerveau était annihilé. Voilà. Et d'un coup, alors, je ne sais pas... Je me pose bien sûr beaucoup de questions, mais enfin c'est pas ça trop le problème. Je me pose des questions à propos du traitement qu'on a pu lui infliger là-bas et qui peut-être n'était pas nécessaire. Ah, qu'il aurait abruti, enfin. Oui, bien sûr, genre, parce que je sais qu'elle avait des neuroleptiques, un antidépresseur et des benzodiazépines. Pour une femme qui fait 30 kilos, je trouve que c'était bien dosé. Bon, bref. Et la miracle, quasiment, là, depuis... Oui, non, mais là, c'est lourde. Ah, c'est lourd. Alors, si j'interviens aujourd'hui à ce sujet, c'est parce que, moi, bien sûr, j'ai pris immédiatement contact avec la directrice, savoir si, par exemple, il pouvait y avoir une chambre où je pouvais dormir là-bas, rester 24 heures, ou venir avec mon chat. Parce que ma mère a toujours adoré les chats et mon père lui a toujours interdit d'en avoir un. Bon, bref. Et là, mais moi, je suis, voilà. Elle vous a reconnu, elle a, enfin, on m'a reconnu. Alors, elle a dit à ma cousine lui a dit, je vous jure, hein, je suis témoin depuis 5 ans que Claudie, elle ne nous dit rien. Elle ne nous dit rien.
Et là, elle dit à Claudie, mais oui, c'est toi, Claudie, ton fils, c'est Sébastien, qu'est-ce qu'il est gentil et tout. Et puis là, je dois être mal sapée, je ressemble à rien. Et par rapport à votre papa? Alors, justement. Oui. Par rapport à mon père, alors donc, on a été, comment dire, on a essayé d'éviter le sujet, hein, parce que je voudrais pas que ce soit ça qui comment dire. Oui, vous avez raison, qui redéclenche, oui. Voilà, exactement. Oui. Non, je me demandais si elle en avait parlé de façon, spontanée. Mais non. Donc moi, si vous voulez, j'attends de la voir pour lui parler de façon. Je vais y aller à petite dose, hein, vous avez raison. tout doucement, doucement. Je vais pas parler de papa. Tu te rappelles de papa, machin, c'est ridicule. Mais bon, je vais déjà voir comment elle réagit par rapport à moi, parce que sachez quand même que pendant 10 ans, quand je lui donnais ma main, elle vous reconnaissait pas? C'était carrément un geste de rejet, quoi. Ah oui. Et pour moi, ça a été, ça a dû être très douloureux pour vous. Ah non, mais moi, je suis sous antidépresseur, sous machin. Elle vous reconnaissait pas, en fait. Non, elle me reconnaît pas. Oui. Et là, elle parle de moi, quoi. Comment vous le vivez? Racontez-nous, Laura, comment vous le vivez. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ma mère était dans une maison de retraite où la directrice était assez malveillante, je vais dire. Et comme j'avais la procuration et que je m'occupais de mes parents, que je suis fille unique, il y a eu un retard, un moment de paiement, genre de 15 jours. Bon, bref, quelque chose de pas vraiment grave. Et cette femme a demandé je ne sais pas citer des... a demandé qu'on la mette sous tutelle. Bon, et quand mon père est décédé, c'est-à-dire quelques mois après, quand j'ai demandé la tutelle au juge des tutelles, on m'a dit c'était déjà fait. Et j'ai eu beau m'accrocher, machin, on m'a mordicus. Non, on connaît, voilà, textuellement ce qu'on m'a dit. On connaît les enfants uniques qui veulent le bien de leurs parents. Donc votre père avait déjà fait des démarches avant? Non. Au contraire, mon père m'avait dit je ne veux jamais être sous tutelle. Ouais. Voilà. C'est toi qui reprendras tes filles uniques. Et quel rapport vous faites avec ce que vous me racontez quand je vous demande comment vous vivez ce moment? Quel lien vous faites, par rapport à la tutelle, justement? Alors, la tutelle, justement, à force de faire des fautes, j'ai reçu des courriers qui ne m'étaient pas vraiment adressés. Et je me suis rendu compte que qu'elle s'était servie sur les comptes, etc., etc. On a commencé à faire une enquête. J'ai demandé au juge des tutelles si ma cousine pouvait reprendre le relais de cette tutrice qui avait été désavouée par le conseil général. Ce qui a été fait, et là on a découvert le poteau rose, mais alors un truc de dingue, quoi. Ouais, c'est-à-dire un truc de dingue, genre là maintenant je crois qu'on est 8 ou 9 à avoir porté plainte pour abus de... Enfin bon, la totale, quoi. Moi, si je vous dis que je crois qu'on nous a pris à peu près 600 000 €, quoi. Wow. Et pourquoi vous... Alors, je voudrais essayer de comprendre... Si je vous appelle, ça n'a rien à voir avec les biens sociaux. Oui, ça j'ai bien compris. C'est que dans ma tête, si vous voulez, j'étais tellement fusionnée avec ma mère que moi, je me suis laissée aller depuis 10 ans. Comme si par culpabilité, je n'avais plus le droit de vivre parce qu'elle ne vivait plus. D'accord, je comprends votre histoire de spoliation et de tutelle. Vous l'expliquez en disant je me suis pas battue, j'ai rien vu parce que j'étais dans le même état que ma mère. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire et vous appelez ce soir pour dire que vous aussi vous êtes en train de renaître, quoi. Vous retrouvez la parole, le goût de vivre. Oui.
Ça comme une fleur, je sais qui pas, manquait comme une d'eau, fleur. qui manquait Ouais. de soleil, on va dire. Comme j'ai Ouais. dit tout à l'heure à ma cousine, c'est comme si j'avais 14 ans et j'avais mon premier rendez-vous amoureux parce que je sais que je vais voir maman. Ouais, bah ça, si c'est pas une fusion mère-fille, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, Laura. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est complètement, mais c'est complètement dingue, quoi. Ouais. Parce que j'ai annihilé tout. Vous aviez pas tout. de vie, quand même professionnelle, pas de vie sociale, pas de vie non. affective Non. pendant 10 ans. Non, en plus, j'avais un compagnon qui m'a battu à mort. Ouh. Enfin, donc, vraiment, la totale, quoi. Là, pendant La ces totale. années-là. Mais bon, ça, c'est du passé, c'est pas grave. Et c'était pendant ces années-là, pendant ces années où votre... Oui, en plus, ouais. Bien sûr, oui, donc bien comme sûr, si parce que tous les gens qui ont profité du fait que je n'avais plus ce soutien ou ce support ou ce. Oui, parce que moi, ce que ça m'évoque, ce que vous nous racontez là, c'est qu'en fait, vous aviez perdu votre protection plus que symbolique, presque inconsciente. C'est-à-dire, maman n'étant plus en état d'être là, je n'étais plus protégée, donc battue, spoliée. Ouais. Voilà, non, mais c'est quelque chose Plus de protection. d'absolument extraordinaire. Donc là, comme je suis très, comment dire, je m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, est-ce que c'est finalement de la fusion? Moi, je m'interroge en vous écoutant. Oui, moi. Alors de toute façon, je n'ai peut-être pas dit une chose essentielle. Oui, ça arrive. Je sais que papa, enfin mon père, n'est-ce pas, n'était pas mon géniteur. Et vous le saviez, ça? Oui. Moi, je le sais depuis que je suis capable de m'exprimer à peu près. D'accord. Je l'ai compris tout de suite. Ouais. Je voyais mon père, je voyais ma mère, j'essayais de les comparer. Il n'y a rien à voir entre les deux. Il y a un souci. Et puis, votre en maman vous grandissant, l'a confirmé? Ouais. ma maman l'a confirmé, m'a dit un jour on s'est un petit peu accroché avec papa. Elle m'a dit je t'en parlerai quand tu habiteras chez toi. Ce que je ne me suis pas gênée de faire. Ouais. Et là, elle m'a dit, bon, mais ça, je le savais déjà, mais bon, ça m'a apporté des renseignements, parce que je ne m'attendais pas non plus à changer de religion et Et du coup, vous expliquez en fait le fait que finalement il y avait que maman qui comptait, quoi, dans votre vie. Oui, maman, c'est de toute façon je souffre d'un syndrome d'abandon. C'est-à-dire que même quand elle me laissait à la garderie ou je m'accrochais au là c'est sûr avec ce que vous venez de vivre. Mais voyez Laura, ça interroge quand même le fait que ce qui vous arrive aujourd'hui, et c'est tant mieux, hein, je suis ravie que vous partagiez ce réveil avec nous. Et en même temps, oui, et en même temps, ça signifie aussi pour vous que c'est une prise de conscience de bien vous occuper de vous, parce que voilà, votre maman reste votre maman, sera pas toujours éternelle, et vous êtes amenés, on est tous enfants de nos parents, amenés un jour à vivre sans eux, quoi. C'est ça, grandir aussi, hein. Parce que si vous voulez, j'ajoute juste ceci, ça fait tellement longtemps que j'étais privée de ce lien. Et n'ayant pas de sœur, n'ayant pas de frère, pas de père, pas de mère, rien, plus rien. J'étais vraiment, voilà, je suis avec mes chats et voilà, basta. Alors peut-être que c'est l'occasion là pour vous, Laura, comme c'est comme une renaissance. Peut-être c'est une occasion pour vous de renaître autrement. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? Oui, dites-moi. J'ai un traitement psy mais léger, quoi. Je fais sous antidépresseur, mais c'est pas non plus la mort. J'ai pas d'antipsychotique ou de choses comme ça. Le fait que maman soit réveillée, comme j'habite dans son appartement, n'est-ce pas? J'ai fait un ménage intégral. Dans la tête, je sais pas, peut-être, maman, si tu me vois, oulala, il faut que ça soit impec là.
Oui, alors il n'y a pas que maman, Laura, vous voyez, c'est un passage. Ça me réveille. Voilà, que ça vous réveille, ok? Mais justement, que ce soit l'occasion pour vous d'aller un cran plus loin, de grandir encore, vous voyez? C'est important pour vous, là, Laura. C'est une occasion aussi qui vous est donnée. Parce que sinon, vous allez repartir en fusion et vous risquez de régresser à nouveau, d'être de nouveau la petite fille de votre maman qui a retrouvé sa maman. À l'inverse, c'est vraiment une occasion d'aller de l'avant qui vous arrive aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas... Oui. Oui, non, je vous écoute. Et vous aimez lire ou pas, Laura? Oh, j'adore lire. Bon, alors, voilà, vous allez me faire plaisir, c'est l'été, c'est toujours sympa de pouvoir lire, se faire dans une chaise longue sur une plage, où vous voudrez. Vous allez lire un très très joli livre, et voilà, et comme ça tous les auditeurs en profiteront, qui est un livre que j'aime beaucoup, qui est d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms, W-O-R-M-S, et ça s'appelle Revivre. Il s'appelle Revivre. C'est un très beau livre qui raconte, si vous voulez, tous les processus et les étapes qui nous amènent dans certains moments de la vie, que ce soit, bien sûr, alors plus naturellement, j'allais dire, ou plus évidemment le deuil, mais plein de petites choses, des passages à l'intérieur de soi, ce que vous êtes en train de vivre, vous voyez, comme des séquences qui nous amènent continuellement, en tant qu'être humain, à revivre, c'est-à-dire à renaître, à repasser, à ce que la vie revienne en nous. Et vous, c'est ça qui vous arrive aujourd'hui. Et c'est un livre qui va vous aider à aller un cran plus loin, parce que sinon le risque dans ce que vous me racontez, ça va être l'inverse. Que je me raccroche à maman. Ouais. Ouais. Et ça vraiment, ça m'ennuierait beaucoup pour vous. J'ai pensé. C'est un risque, quoi. C'est pas irréversible. Non, c'est juste un risque, il faut le savoir, c'est juste ça. Vous voyez. Et à l'inverse, c'est génial. Non, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je dis à l'inverse, c'est une occasion merveilleuse pour vous. Vous voyez, c'est un cadeau de la vie et vous appelez pour nous dire c'est un cadeau, de fait. Et ce cadeau-là, il est aussi pour vous. C'est-à-dire pour vous en tant que vie à venir. Vous avez 48 ans et tout d'un coup, c'est maman qui s'éveille, vous qui vous réveillez comme un long sommeil pour aller un peu plus loin. Et votre maman, vous inquiétez pas que dans toutes nos vies d'êtres humains, même nos parents qui sont morts, ils continuent à vivre, on les fait vivre. Une part de nous les fait vivre tout le temps en fait. Vous voyez, on a... C'est justement ce que je voulais vous demander. Oui. Est-ce que je dois éveiller sa mémoire vive? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut la prendre dans l'ici et maintenant, dans ce qu'elle a de plus beau à vous offrir aujourd'hui. D'accord. Vous voyez, et d'ailleurs, vous l'avez très bien senti, parce que quand je vous ai demandé si elle avait parlé spontanément de votre papa, vous m'avez dit non, mais je vais y aller très doucement. Mais je crois que c'est juste profiter. Parce que en étant dans l'ici et maintenant, ça va aussi vous aider, vous, à vous ancrer dans l'ici et maintenant pour aller un peu plus loin. Alors que si vous, comme vous dites, vous réveillez la mémoire vive, c'est votre mémoire que vous allez réveiller. Ouais, bien sûr. Et vous risquez du coup beaucoup plus, finalement, cette régression dont on parle. Ouais. Hein? Donc du coup là, franchement, Laura, c'est un joli cadeau. Prenez-le comme un cadeau d'été. Vraiment, je vous conseille aussi de lire ce très beau livre, ça va vous aider. Vous avez l'édition de ce livre? Alors zut, on va la chercher. Non, mais voilà, vous savez, ce qui est génial. Mais oui, mais sinon je vais le faire pendant que je vous parle, parce que ce qui est top, vous savez, c'est qu'on est ultra connectés. Alors voilà, pendant qu'on est ensemble, et puis comme ça, c'est vrai que de toute façon, les auditeurs, moi souvent, c'est vrai qu'il y a des livres que j'adore. Alors ils me viennent comme ça en parlant avec un auditeur. Non, mais bien sûr, mais je vais vous le donner. Comme ça, c'est que ça a une référence. Donc. Oui, tout à fait. Mais voyez, il y a bien ça à l'esprit. Ça me paraît important, Laura, parce que là, c'est une belle occasion. Alors, voilà, c'est chez Flammarion. Et en fait, le sous-titre est écrit « Éprouver nos blessures et nos ressources ». Éprouver nos blessures et nos ressources. Ouais. Vraiment, je pense que ça peut beaucoup vous aider. C'est vraiment un très joli livre. Et puis encore une fois, voilà, regardez votre maman dans tout ce qu'elle peut vous apporter de nouveau, finalement, de nouveau. Vous savez ce que je vais faire? Ouais. C'est que quand je vais aller la voir, je vais prendre une photo de nous deux. Ouais. Et Super. puis je vais l'envoyer. Ah si vous voulez, avec plaisir. Voilà. Hein?
Oui, vous gravez. En fait, vous gravez cet instant Ouais. comme un nouveau départ. Ouais, mais absolument. Mais je suis à fleur de peau, vous voyez. Ben, bien sûr. Mais c'est normal. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais Quelque oui. chose de, voilà. Donc j'espère que ça va arriver à beaucoup de vos auditeurs. Non, j'imagine que. Oui, non. C'est pas courant ce que vous nous racontez là. Non, mais là c'est quelque chose de dingue, quoi. Personne n'arrive à expliquer je veux dire, moi j'ai regardé même dans le cerveau au niveau des intéressant. les brocas, machin, vernis, c'est incompréhensible. Mais vous savez cette image, on parle souvent du phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. Ouais. C'est finalement un peu ça dont on est en train de parler. Alors Nietzsche avait parlé de l'éternel retour. L'image du phénix, c'est chez Bachelard. Beaucoup de philosophes en ont parlé. Voilà, Kierkegaard avait parlé de la reprise. Et à chaque fois, finalement, on est dans le renouvellement de soi. J'ai étudié ça avec un merveilleux professeur de philosophie qui s'appelait Alain Etchegoyen. Ah oui, super. Qui est décédé. Ouais. Voilà, malheureusement, et qui était mon professeur de philosophie. C'est une chance. Ouais. Alors ça va vous plaire, le livre que je vous conseille. Je suis ravie parce que ça va vous parler. C'est noté. Oui, ça va vous aider dans votre chemin. Et puis, vous savez que on est toujours pris entre passé et avenir. C'est compliqué le présent, c'est compliqué. Oh mon Dieu que oui. Ben oui, c'est chargé. Alors on a toujours cette tentation de dire, est-ce que je vais en arrière ou est-ce que je vais en avant? Alors vous, il n'y a pas d'hésitation, c'est devant, en avant tout. Oui, non, de toute façon, j'étais coincée dans le passé, dans le présent. Oui. J'étais coincée dans le présent et je ne pouvais vivre que comme ça parce que sinon, c'était par la fenêtre. Ah oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, donc j'étais obligée de vivre dans le présent et mes chats m'ont sauvée. Enfin, mes chats, j'en ai pas 50, j'en ai 2. Mais voilà, mais là, je dois dire que je suis dans un état un peu pas euphorique. J'ai peur même c'est pas que j'appréhende, pas du tout. J'appréhende, mais dans le sens positif. C'est le moment où je vais la retrouver, où je vais la toucher, quoi. Oui. Il y a plein de choses qui vont remonter fatalement. Ça. Oui, fatalement. Mais c'est comme un mouvement pour se projeter vers l'avant. Ouais. Soyez attentive à ça. Voilà, j'ai envie de vous dire, soyez attentive à ça. D'accord. Pour pas repartir, Là, vous allez la revoir quand, Laura? Vous y allez écoutez, là, je pense que je vais y aller début de semaine parce qu'il y a possibilité de dormir là-bas, de prendre une chambre, par exemple. Donc, je vais prendre une chambre et puis je vais passer toute la journée avec elle. Je vais voir comment ça se passe. Voilà. Quoi. Avec votre chat? Non, la première fois, j'ai peut-être pas y aller avec les chats. Oscar, peut-être, il est un peu envahissant, si vous voulez. Ah bon, d'accord. Parce que vous savez, les animaux, voilà, c'est toujours. Ah, mais je suis déjà en train de lui dire, on va aller voir mamie. Non, mais ça, je jure, ça va pas, moi. Oui, mais ça, vous savez, personne ne nous voit dans l'intimité avec les animaux. On a toujours un petit air, un petit peu gaga comme ça. C'est nos petits côtés régressifs, mais après tout, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, merci Laura de votre témoignage très émouvant ce soir. Je vous souhaite beaucoup de bonheur cet été avec votre maman et une belle renaissance. Une très belle renaissance. Je vous enverrai une photo. Avec plaisir. Avec le chat. J'adore le chat. Oui, il y a intérêt. Il y a intérêt. Il s'appelle Oscar, c'est ça? Oui, Oscar. Ah, super. Bon, alors, une caresse à Oscar pour la nuit, pour qu'il ronronne. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit à vous, Laura. Soirée. Bonne nuit. Au revoir.
Peters, vous écoutez Europe 1, nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Amy et Quentin et Charles à la réalisation. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sophie. Voilà, je vous appelle parce que j'ai subi il y a 3 semaines, ça s'est passé 3 semaines, une agression par mon propriétaire. Oui. Alors voilà, un matin je me lève, j'avais rendez-vous, il était très tôt, je n'avais pas déjeuné, je descends en bas, j'ouvre ma boîte aux lettres, j'étais entre ma boîte aux lettres ouverte et les poubelles. Et là, qui je vois, mon propriétaire qui sort de chez lui, de sa porte du rez-de-chaussée. Et là, il me regarde, il me dit déjà debout. Et on se dit bonjour. Et c'est de votre loin, propriétaire, je lui dis, hein? Oui, mon propriétaire. Donc vous le connaissez un peu? Oui, un peu, je le connais. Et donc, il me dit déjà debout, et de loin, on se dit bonjour, et puis de la boîte aux lettres, lui, il était devant sa porte du rez-de-chaussée, et moi, je lui dis, et vous aussi, vous êtes déjà debout. Ouais. Et là, j'ai rien vu venir, mais rien du tout, hein. Je refermais ma boîte aux lettres. Et là, il m'a coincé, il était sur ma joue, il m'a embrassé la joue, le cou, il a roulé sa tête de ma joue au cou. Et là, il m'a tenu la tête, il m'a serré la tête comme un ballon et il a tenté de m'embrasser de force. Et là, je me suis débattue. Il n'a pas réussi à m'embrasser sur la bouche. Mais il m'a bien embrassé sur la joue et dans le cou, il avait sa tête dans mon cou. Il fait 120 kilos. Voilà. Et il est costaud, hein, puis il est valide et il est grand, il est très très grand. Et moi, quand il m'a fait ça, je me suis débattue, j'ai baissé ma tête pour pas qu'il m'embrasse, je lui ai dit laissez-moi. Ouais, vous avez crié, j'imagine. Ouais. Et je me suis débattue et puis je lui ai dit je me sauve et je suis partie à mon rendez-vous. Mais j'étais mal, hein. J'étais j'imagine, très mal. Il y a eu d'autres voisins qui ont entendu, qui ont été alertés? Non, personne. Il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'autres voisins. Le logement du deuxième, il est vide. Et depuis, il est venu s'excuser? Il y a eu un mot? Rien du tout. Rien. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Rien non plus. Je comprends pas mon comportement. Rien. J'étais malade, j'ai pleuré 3 jours après, j'étais malade, j'étais en colère contre lui, très très en colère, mais je lui ai rien dit, et lui, je l'ai revu en sortant de chez moi, je lui dis plus bonjour, je lui parle plus moi. Et lui, quelle attitude il a envers vous quand il vous croise? Pardon? Quelle attitude il a envers vous quand il vous croise? Quand il me croise, il est tout sourire, comme si de rien n'était. Ah oui, non mais Caroline, là, je veux dire, il y a mais c'est votre propriétaire, c'est un peu compliqué d'aller porter plainte, vous voyez. Et puis qu'il faut régler ça. J'allais dire entre adultes. Non mais. Je sais pas quoi faire. Oui. Ah oui, mais vous pouvez pas laisser les choses parce que finalement, il y a un proverbe qui dit qui ne dit mot consent. Alors vous avez crié, vous êtes débattu certes, mais maintenant il vous croise, il est tout sourire, il est tout content de son truc, il s'est même pas excusé. Rien, même pas d'excuses, rien. Il fait comme si il sourit, voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas mis en colère contre lui, Caroline? Je sais pas. Ouais. Ça vous ressemble ou ça vous ressemble pas? Ça me ressemble tout à fait. Ah. Je réagis pas quand il m'arrive quelque chose. Ah, ça vous ressemble, ouais. Oui, tout à fait, ça me ressemble. C'est-à-dire, quand vous dites ça me ressemble, si je me fais agresser ou insulter, vous savez, dans la rue ou bousculer, je réponds pas, je fais profil bas, je me sens coupable. Voilà, c'est ça, c'est moi, c'est tout moi. Ouais. Vous vous sentez coupable de ce qui vous est arrivé? Oui, au début, je me suis sentie tout de suite coupable. Coupable de quoi? Ça, c'est intéressant. De l'avoir, je me demandais si c'était pas moi, je me posais la question, si j'avais pas fait un sourire, un aguichement, la tirer. Oui, mais je me disais non, j'ai jamais pu faire ça.
Mais non, mais même, L'attirer, quand non. bien même, non mais alors, quand bien même, vous voyez, quand bien même vous auriez souri, ce qui peut, on peut l'imaginer à son propriétaire qu'on croise dans un couloir ou dans son immeuble, on peut sourire à son voisin, qui plus est son propriétaire. Bon, donc dire bonjour aimablement, voilà. Mais lui, il a un comportement qui est, effectivement, il vous a agressé. Et c'est très violent, et il vous a pas respecté. Non, il me respecte pas du tout, par contre. Voilà. Ça, j'en suis convaincue qu'il ne me respecte pas. Il y a Sergio qui demande, il est marié, ce malotru de proprio? Il est marié, il a des petits-enfants, il a un fils. Ben voyons. Il a sa femme que je vois, à qui je parle. J'ai parlé à qui vous hier. parlez? Oui. Mais avec laquelle vous entretenez de bons rapports? C'est-à-dire, des fois, elle m'offre le café, les gâteaux. Ben, je vois rien de mal à ça. Et, non, pas du et tout. je vais boire le café chez elle, elle me donne des gâteaux, et puis voilà. Oui. Et lui, il est là. Mais là, depuis, vous y êtes retourné? Depuis, j'ai croisé sa femme qui m'a donné une assiette de fruits. Et là, moi, j'étais bref. Hein, elle m'a donné l'assiette de fruits, elle m'a demandé comment j'allais et tout. Bon, j'ai un petit peu discuté avec elle, mais je lui ai rien dit à elle. Rien du tout. Pourquoi elle fait tout ça pour vous, d'après vous, cette femme? Sa femme, elle a toujours été comme ça. Ça fait 13 ans que j'habite ici où je suis. Et elle a toujours été comme ça. Elle est très. Vous vous rendez compte, cet homme-là, il le fait à vous. À qui il va le faire demain? Exactement, c'est ce que je me suis dit. Enfin, si vous ne dites rien, voilà un homme qui va continuer tranquillement ses agissements. Ben oui, c'est ce que je ses me coups de suis sang, ou ses envies, ou ce qui lui passe par la tête. Voilà, et puis il va continuer. Ouais. Alors c'est un homme qui aime énormément les femmes. Il est très après les femmes. Oui, bon, c'est un homme. Imagine, hein. Oui, et donc j'avais une amie à la maison et on s'est rendu compte elle surtout, qu'il regarde que les seins. Et si on a une robe ou une jupe, fois il a fait la remarque que c'était mieux, hein, qu'on ait une jupe courte. Oui, je suis pas très étonnée, hein, vu ce que vous me racontez. Mais là, il s'agit de vous, Caroline. Et qu'est-ce qui vous aiderait, qu'est-ce qui vous permettrait de réagir? Qu'est-ce qui vous aiderait là? Parce qu'il faut que vous réagissiez. Je voudrais avoir une conversation avec lui face à face. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée. Alors qu'est-ce qui vous arrête? J'ai peur qu'il me dise que je suis une menteuse, le connaissant, il peut réagir en disant que je mens, qu'il a jamais tenté ça. Le connaissant, qu'est-ce que vous connaissez de lui qui vous permet de penser ça? Eh ben, une fois, on avait des voisins avant qui ont créé beaucoup de problèmes. Ils ont fait venir la police plusieurs fois et il y a eu des histoires. Et puis une fois, il y a eu ma voisine, une jeune petite voisine qui est montée et elle me dit, le propriétaire m'a dit que vous étiez folle. Et je lui ai dit à cette jeune fille, je lui ai dit, mais moi je suis pas folle. J'ai été trouver mon propriétaire et je lui ai dit, vous avez dit à la voisine que j'étais folle. J'ai dit, le fou c'est vous, mais c'est pas moi je suis pas folle. Ouais. Il y avait une histoire, quoi. Et oui, et comment il a réagi? Il m'a dit, c'est pas vrai, j'ai pas dit ça, elle a mal compris. Alors dès qu'ils ont un problème, leur mot c'est fou, il est fou, elle est folle. Oui, voilà. C'est étonnant tout le temps. C'est étonnant quand même que sa femme soit si aimable avec vous, avec ses assiettes de fruits, son thé et ses gâteaux, alors que son mari se comporte pas très bien. Vous voyez, comme si elle excusait quelque chose. Je trouve pas ça très net. Il fait des crises de jalousie. Il y a des demoiselles de la mairie. Il y a pas longtemps, elle lui a fait une crise de jalousie dehors dans la rue, parce qu'il y a les demoiselles de la mairie qui lui ont sauté dessus en lui faisant la bise. Il y en avait 3-4 et elle m'a regardée. Elle m'a dit mais en criant, elle m'a dit mais il se fait embrasser par ses filles là, et puis elle lui a fait une crise de jalousie alors que moi je rentrais chez moi quoi. Ouais. Je demandais rien à personne. Il y a Sergio qui dit chopez-le entre quatre yeux, exigez de lui des excuses, sinon vous en parlerez à son épouse. Puis il y a surtout Yvan qui dit aller à la police, il faut formaliser l'acte parce que la prochaine fois, qui sait, est-ce qu'il va pas violer ou agresser quelqu'un? Alors, je suis d'accord avec ça, avec ce qu'on dit, ce que vous dites, mais moi, je lui dois de l'argent, pas sur les loyers. Oui, alors c'est Natoun qui demande, est-ce que vous avez peur qu'il vous mette dehors? Oui, j'ai peur, très peur. C'est ça. Il est capable de ça.
Mais je lui dois pas de loyer, je suis à jour de mes loyers, mais il a effectué des petits travaux et je lui dois un peu d'argent. Alors, et pourquoi pas au moins faire une main courante à la police, ça il n'en saura rien, mais moi ça me paraît important pour vous protéger à l'avenir, et de contacter l'association de propriétaires. Oui. Par contre, ça, je ne sais pas où aller. Oui, dans ma ville, du syndic, en tout cas, le syndic. Oui. Non, mais le syndic de l'immeuble. Ah, il n'y en a pas. C'est le propriétaire. Il possède tout l'immeuble ? Pardon ? Il possède tout l'immeuble ? Oui, 2 étages. On est 2 locataires. Pour l'instant, la locataire du bas, elle vient emménager qu'au mois d'août. Je suis seule locataire pour l'instant. Parce que ce que disent les auditeurs, et je suis d'accord avec eux, c'est de déposer au moins une main courante. Hein. Oui, parce que si demain il y a une récidive, il vous faut une preuve. Hein. Oui, mais je pense pas qu'il m'attrapera plus jamais, hein, parce que je me méfie de lui comme la peste. Hein. Oui, alors en même temps, Caroline, vous risquez de rester avec ça comme un non-respect de vous pendant longtemps. Alors que d'aller, ok, il va vous traiter, vous dites, je sais, il va me traiter de menteuse, il va me traiter de folle. À la limite, vous le connaissez, vous connaissez la réponse. Oui, ça vous empêche pas, c'est pas parce que vous connaissez ou vous avez peur de cette réponse que ça vous empêche d'aller lui dire en face que son comportement est inadmissible. Voilà, je vais lui dire pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qui lui prend, pourquoi mais pas pourquoi, son comportement est inadmissible, il vous a agressé. Parce que le pourquoi, à la limite, il va pas vous le dire, et puis finalement vous lui tendez une perche. Donc vous lui tendez pas de perche. C'est vous qui allez lui dire... Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il m'a fait ça ? Non. Mais pourquoi ? C'est l'agression de quelqu'un qui est un peu taré, enfin, vous voyez, voilà. Oui. Donc il a un problème, ce monsieur. Bien sûr, il a un problème. Voilà. Donc pourquoi il a fait ça ? Ça veut dire en fait, dans votre pourquoi, c'est comme si vous attendiez la réponse. C'est de votre faute. Vous me plaisez, vous m'avez aguiché. Vous voyez votre peur. Vous risquez d'aviver votre peur. Or, l'histoire, c'est pas le pourquoi, c'est vous. Lui dire qui m'a agressé, que je peux porter plainte, lui dire comme ça. Oui, mais que c'est inadmissible, que vous espérez qu'il n'a pas ce comportement-là avec d'autres femmes et que vous ne comprenez pas comment il a pu en arriver là, que vous le plaignez. Il a 71 ans. Oui, 120 kilos, très très grand. Qu'il abuse de sa force, en plus qu'il a abusé de sa force envers vous. Il m'a tenu la tête, il m'a serré la tête. Droite, mais j'ai pu me dégager. Là, je me suis débattue et pour m'embrasser de force sur la bouche. Mais il a roulé sa tête, sa grosse tête contre ma joue, mon cou. Il était coincé dans mon cou. Et là, je me débattais, mais il a une force terrible. Ça fait 3 semaines, c'est ça, Caroline ? Oui, 3 semaines. Et ça j'imagine que ça vous obsède, que vous y pensez jour et nuit. Oui, j'ai constamment ça dans la tête. Un peu moins en ce moment, mais j'ai beaucoup pleuré, mais je l'ai tout dès que je me lève le matin et la nuit, je n'arrive pas à dormir à cause de ça. Vous devez avoir peur. Vous pouvez pas déménager, c'est pas possible de partir. Déménager. C'est compliqué pour vous. C'est financièrement, je peux pas déménager. De toute façon, pour l'instant. Oui, d'accord. Mais ça, je comprends bien. Mais vous pouvez pas ne rien faire. Voilà. Vous pouvez pas ne rien faire. Parce que si vous ne faites rien, ça va vous obséder, vous allez vous en vouloir et vous allez rentrer encore plus dans votre culpabilité. Moins vous agissez, que ce soit une main courante, de lui parler, quel que soit l'acte que vous allez poser, c'est important pour vous parce que c'est vous respecter. Vous avez été agressé, c'est important de retrouver une estime de vous. Si vous ne faites rien, ça se retourne contre vous. Oui, je sais, oui. Vous voyez, vous risquez de le vivre comme étant de votre faute, ce que vous commencez déjà à faire, là. Oui. Et de suite, j'ai cru que c'était de ma faute. Oui, alors ça, c'est pas OK. Et après, je me suis dit, non, c'est pas de ma faute. Mais je me disais que c'était de ma faute. Mais qu'est-ce qui vous amène à penser ça ? Et je sais pas, alors que j'ai rien fait. C'est culturel, c'est dans votre histoire, c'est votre famille. Vous pensez qu'un homme qui agresse une femme, c'est parce que la femme l'a aguiché ? Non, pas toujours, non. Non, je pense pas ça. Donc c'est pas une croyance. Non. Alors qu'est-ce qui vous permet de penser que vous êtes coupable ? Non, je me demandais si j'avais, mais j'ai jamais rien fait, quoi. Suite au fait qu'il vous ait un jour traité de folle ? À moi, non, il m'a pas traité de folle. Enfin, il l'avait dit, oui. Il l'a dit à la voisine. Je sais pas. Moi, des fois, je me comprends pas non plus, des fois. Bon, c'est pas grave à la limite. Non, mais Caroline, c'est pas grave que vous compreniez pas. Ce que vous devez comprendre là, c'est que si vous n'agissez pas, c'est grave pour vous.
Oui. C'est grave Oui. de toute façon par rapport à ce qu'il a fait, mais pour vous, vous voyez. Alors il y a Oui. effectivement le mal qu'il peut continuer à faire par ailleurs, hein, ce qui est pas anodin quand même. Et puis surtout pour vous, c'est que ça risque, si vous n'agissez pas, de vous obséder. Alors, si vous avez trop peur d'affronter son regard, sa parole, au moins vous déposez une main courante, premier acte. Alors, oui, ça, je vais le faire. Ça, c'est très important, vraiment. Je vais le faire. Et j'ai peur de le faire. Je voulais le faire rentrer chez moi pour lui expliquer, lui dire, voilà, vous m'avez agressé, je peux porter plainte. Mais j'ai peur. Mais pourquoi le faire rentrer chez vous? Mais pourquoi le faire rentrer chez vous? Ben oui, j'ai peur de le faire rentrer chez moi et de sa réaction. Mais vous n'allez pas le faire rentrer chez vous pour lui dire ça. Non, j'ai peur, ça me fait trop peur de le faire rentrer chez moi. Caroline, vous me dites que vous le croisez de temps en temps dans l'immeuble, depuis. Vous avez le croisé fatalement. Oui. Le jour où vous vous sentez bien forte, bien costaud, faites d'abord la main courante, ça va vous donner déjà un peu de baume au cœur, ça va vous aider, ça va vous donner du courage. Et puis le jour où vous êtes en forme et vous le sentez, vous, les yeux dans les yeux, comme dit Sergio, vous lui plantez votre regard et vous lui dites, j'ai 2 mots à vous dire. Ce que vous avez fait l'autre jour, c'est inadmissible. Vous m'avez agressé. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne vous ai rien fait. Vous n'avez pas à vous comporter de la sorte avec moi. Et allez-y. Avec vos mots à vous, là, hein, mais le plus en colère possible. Ah, voilà. Je me mets en colère, je suis en colère contre lui. Hein, oui, et ben alors avec le plus d'autorité et de colère. Alors sans crier, parce que la colère, ce n'est pas des cris, c'est de la puissance. Il peut y avoir que de ça chez moi, hein, parce que je suis comme ça. Mais là, une colère froide, Caroline, une colère froide. Vous voyez, la pire des colères, hein, celle où vous. Je suis comme ça envers lui. Oui. Hein, je lui dis plus bonjour. Hein. Oui, mais dites-lui. Alors, à la limite, vous savez, vous le croisez, vous lui dites, vous, monsieur, je ne vous dirai plus jamais bonjour. Et vous savez pourquoi je ne vous dirai plus jamais. Commencez comme ça éventuellement si ça vous aide. Prenez le fait que vous ne lui dites pas bonjour et dites-lui, c'est hors de question. À vie, je ne vous dis plus jamais bonjour, je ne vous adresse plus la parole. Et je pense, entre nous, Caroline, que vous ne devriez plus mettre les pieds chez eux et refuser le thé, les gâteaux et les fruits de madame. Ma femme m'a dit, en me donnant une assiette de fruits, elle m'a dit, rentre dans l'appartement. Non. J'ai dit non. Et vous devriez lui dire pourquoi. Vous devriez lui dire pourquoi. Lui dire ça à elle? Si elle vous dit, mais pourquoi? Au début, vous dites non. Et puis, il y a un jour, elle va vous demander pourquoi. Vous lui direz, demandez à votre mari pourquoi. Oui. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes, hein. Mais à un moment donné, ça s'appelle marquer le coup. Vous voyez? Oui. Il faut marquer le coup, là. Mais je sais elle fait des crises de jalousie à son mari, c'est pas pour rien, hein. Comme les filles de la mairie là qui lui ont sauté au cou, bon, elles lui ont fait la bise, hein. Puis sa femme qui lui faisait une crise de jalousie. Vous voyez, sa femme sait qu'il est porté sur les femmes. Oui, un peu trop, c'est le pro, oui, il règle ça, mais il n'a pas agressé. Il n'a pas à vous agresser. Ouais. Il y a Natoun qui dit, vous n'avez pas à demander pourquoi, hein. Il faut que vous fassiez une main courante, sinon, pour lui, il va penser qu'il a tous les droits. Si vous lui demandez pourquoi. Je pense qu'il pense qu'il a tous les droits. Mais c'est important. Il y a Marvin qui dit s'il s'arrêtera pas, hein, si quelqu'un le remet pas en place. Oui. Et si je porte plainte, moi, il a le droit de me mettre dehors en sachant que je lui dois un peu d'argent? Non, parce que la main courante, c'est quelque chose que vous posez un acte auprès de la police qui vous protège pour la suite. Il n'est pas forcément au courant de la main courante. Quand vous déposez. Non. Et il y a un auditeur qui conseille d'y aller peut-être avec une amie ou quelqu'un d'autre pour vous aider pour la main courante. Soyez pas seul. D'accord, mais j'en ai parlé à personne, à part j'ai consulté, j'ai une psychologue, je suis suivie par une psychologue. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et je lui ai dit à la psychologue, elle m'a dit, il faut pas rester comme si de rien n'était. Non. Il faut lui parler. Oui. Et c'est elle qui m'a dit de lui dire pourquoi il a fait ça, qu'il m'a agressé, puis que je peux porter plainte contre lui. Oui, bien sûr. Elle a raison. Voilà. Elle a raison, votre psy. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Mais qu'est-ce qui vous manque? Alors, ok, vous m'avez dit j'ai peur qu'il me mette dehors, etc. Il peut pas vous mettre dehors comme ça. Vous savez bien que les locataires sont assez protégés aujourd'hui par la loi. Et en plus, si vous avez déposé une main courante, et s'il cherche à vous mettre dehors, la main courante va vous protéger, Caroline. Parce que le jour où il veut vous mettre dehors, vous sortez la main courante. La main courante, donc lui, il ne saura pas. Non, il ne saura pas. Convoqué, non, mais par contre, dans l'avenir, elle vous protège. Oui, elle vous protège s'il veut vous mettre dehors, vous sortirez la main courante. Ou s'il recommence, ou au moindre problème, vous avez une main courante, c'est-à-dire quelque chose qui tient lieu face à la police d'une agression que vous avez subie. Oui, je comprends. Vous voyez, le fait est marqué au nom de la loi.
Donc il y a Oui. un historique. D'accord. Oui, je comprends, ça me protégera. Bien sûr, il faut vous Oui. défendre là, Caroline. Vous êtes agressée. Il faut Oui, vous oui. défendre. Alors Bien avec sûr, les je moyens vais- que vous pouvez. Je vais faire une main courante et je vais y aller, ça c'est sûr. Et j'en ai pas parlé à ma sœur parce que ma sœur serait énervée, elle serait venue le trouver en ma présence et là ça aurait bardé quoi. Ma sœur, elle est un peu comme ça, elle rentre dedans, elle, ma sœur. Ah, et vous n'osez pas alors. Vous êtes Et celle moi, qui rentre pas tout le dedans. contraire. Voilà, D'accord. moi Ouais. c'est tout le contraire de ma sœur. Ma sœur, Ouais. elle ose. Et ce que je me comprends pas pourquoi j'ai rien dit au début. Je lui ai juste dit, je me sauve et je me suis sauvée et voilà. Parce que vous l'expliquez très bien, vous dites que vous vous sentiez coupable. Ça touche quelque chose chez vous comme si vous aviez fait une erreur. Comme si Au début, c'était la surprise. Jamais j'aurais cru. Ça fait 13 ans que... Oui. Il y a l'état de sidération en même temps. Vous savez, Caroline, quand on est sidéré, agressé, on ne sait jamais comment on va réagir à une agression. Ah oui, je me demandais Jamais. ce qui se passait, quoi, qu'est-ce qui m'arrivait. Mais non, mais voilà, c'est quelque chose en nous de très profond. On ne sait pas, et certains J'en peuvent. revenais pas. Oui. Alors bon, il y a des fois où, 13 ans, au bout de 13 ans, peut-être 2 fois dans l'année, il me faisait la bise, mais une bise normale. Ouais, Pour souhaiter la bonne année ou. Oui, mais là, il est sorti. Vous voyez, il a fait quelque chose d'inadmissible et il est sorti de son cadre. Il faut que vous le remettiez à sa place. Bien sûr, oui, ça je vais. Mais c'est vrai que j'ai peur de l'avoir en face de moi. Non, mais vous le faites dans le couloir. Non, mais pas chez vous. Vous le faites dans le couloir ou dans l'escalier ou faire les boîtes aux lettres là où ça a eu lieu. Et vous lui dites, voilà, je vous dis pas bonjour. J'ai encore, ça m'est resté là. Vous m'avez agressé. Et vous lui dites les yeux dans les yeux avec tout le courage que vous pouvez avoir. C'est quelqu'un de très, très nerveux. C'est un monsieur très nerveux qui crie, que souvent on entend crier avec sa femme. Sa femme crie aussi. Et il est très, très nerveux. Hein. Ils sont pour un oui, pour un non, il s'énerve. Oui, il y a Yvan qui dit, il peut pas vous mettre dehors si vous êtes en règle avec vos loyers. Et puis, oui, je suis en règle de loyer. Voilà. Et puis ce serait bien que, Frésia, elle dit, la loi va le calmer et le recadrer. Restez pas comme ça, Caroline. Il vous intimide. Et plus il vous intimide, plus il a du pouvoir sur vous. Alors j'ai été obligée de payer le loyer, je lui ai donné un chèque. Et alors je lui ai pas dit bonjour, il a ouvert la porte, je croyais que c'était sa femme qui allait ouvrir, c'était lui, manque de peau. Et j'avais mon chèque dans les mains, j'étais éloignée, c'est pour vous dire tellement j'ai peur de lui, j'étais éloignée pour pas qu'il me touche même le doigt, même la main. Et je lui ai tendu le chèque. Il m'a dit bonjour, j'ai pas répondu, j'étais muette. Il m'a dit bonjour et merci pour le chèque. Mais je lui ai pas parlé, ni bonjour, ni rien. Et j'ai tourné les talons et je suis montée chez moi. Non mais Caroline, pourquoi vous le remettez en main propre? Mettez-le sous leur porte ou dans la boîte aux lettres. Oui, je voulais faire ça. Évitez. Oui, non, maintenant, franchement, évitez les contacts. Dans la boîte aux lettres, maintenant, je vais le mettre. Voilà, j'ai pensé à ça. Vous lui parlez, vous le prenez par le mépris, vous le prenez de haut. Il a beau, être un colosse, c'est pas le problème. C'est un colosse qui... Alors, il a des petits-enfants, il a son fils, sa belle-fille qui viennent manger là, qui sont tout le temps en famille. Ils ont effectué des travaux chez moi. Il y avait le fils, il y avait le père, il y avait la belle-fille. Oui, mais vous mêlez pas de leur histoire. Vous voyez, il y a ce que disent les auditeurs. Il faut que vous mettiez une barrière entre votre propriétaire et vous. Et voilà, c'est pas un ami. Les gâteaux, là, c'est fini. Je rentre plus chez eux d'abord. Et voilà. Et leur vie ne vous regarde pas, mais vous l'avez à l'œil. Et il faut qu'ils comprennent. Jamais bonjour. Je lui dirai plus jamais bonjour et je ne rentrerai plus jamais, même pour boire un café ni un gâteau. Oui, c'est fini. D'accord, mais Caroline, vous me promettez que vous allez faire quelque chose. Et je vais porter plainte, je vais faire une main courante. Super, super. Et puis dès que vous reprenez un peu de courage, vous laissez pas trop traîner, vous lui dites un peu ses cas de vérité, d'accord? Oui, et je lui parle en face. Voilà, super. Voilà, et que je prenne mon courage à deux mains. Ouais. Vous vous sentirez mieux après, franchement. Oui, je me sentirai beaucoup mieux après. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, sans hésitation. Vous serez même heureuse de ça. Il n'y a que comme ça que vous allez vous réparer. D'avoir agi et de pas me laisser agresser, rien dire, quoi. Et voilà. Et faites-le aussi, au nom de la femme que vous êtes, pour les femmes, voilà. C'est une justice, à un moment donné, Caroline. Oui, exactement. Voilà, c'est important. Vous avez raison. Bon courage à vous, je vous remercie beaucoup. Courage. Merci. Merci et merci pour votre émission. Au revoir, merci, Caroline.
Au revoir, bonsoir, au revoir. Alors Caroline, si vous nous écoutez toujours pour vous donner du courage, vous avez des encouragements de beaucoup d'auditeurs par SMS. Voilà, il y a Natoun qui vous félicite déjà là d'avoir pris la décision en nous appelant ce soir à l'antenne d'Europe 1. Il y a Frisia qui dit protégez-vous, ne vous occupez pas de sa vie. Yvan aussi qui vous encourage. Voilà, alors tous les auditeurs sont avec vous. Je voulais vous confier ça pour vous donner du cœur à l'ouvrage, comme on dit. Vous êtes là, Lisa? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Lisa. Bonsoir, Sophie. Je suis très heureuse de vous parler ce soir. Merci, moi aussi. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je vous appelle parce que je vais vous dire la situation actuelle. Ça fait à peu près 3 mois que j'ai pas donné de nouvelles à ma mère. Bon, mon père est décédé il y a 7 ans et j'ai une maman qui a 94 ans. Moi, j'en ai 60 et j'ai pas donné de nouvelles suite à une dispute. Enfin, c'est même pas une dispute, c'est un échange où une fois de plus, elle n'a pas tenu compte de mon choix sur une chose, etc. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase, en fait. Et ce qui fait que j'ai pas après ressenti, les jours passant, j'ai pas ressenti le besoin d'y retourner. Et en fin de compte, je m'aperçois que les jours, les semaines passent et j'ai absolument pas besoin d'y aller, en fait, d'aller la voir. Alors, je culpabilise même pas. J'ai un peu de tristesse par moment, mais ça s'estompe assez rapidement. Et parce que, bon, ça, c'est la situation actuelle, mais pour en arriver là, c'est qu'avant, il y a eu évidemment, alors ça vient de l'enfance, j'ai eu un père qui était violent, voilà, on peut dire ça comme ça. Mais alors j'ai appris, alors tout est un petit peu plus ouvert pour moi dans mon esprit au moment de sa maladie d'Alzheimer et au moment où il a fallu s'occuper de lui, etc. J'ai vu le vrai visage de ma mère, en fait. Voilà ce qui s'est passé. Et moi qui avais défendu ma mère, qui me prenait pour Zorro, quand on est une petite fille de 10 ans et qu'on voit sa maman se faire battre, enfin voilà, on a envie de la défendre, on a envie d'être la plus forte, etc. Donc je me suis toujours mis, même à 10 ans déjà, j'étais déjà révoltée, j'étais déjà très très éveillée pour mon âge. Et après toute ma vie, je me suis dit, il y a quelque chose en moi qui disait que il fallait que je défende ma mère pour tout, quoi. Donc quoi qu'elle fasse, il fallait. Pour moi, c'était ma mère. Elle était sur un piédestal, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Et j'avais une très 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 grande confiance. Il fallait la défendre surtout contre l'agression, contre la vie. Ouais. Voilà, vous étiez fille unique, c'est ça? Non, pas du tout. J'ai 2 sœurs et un frère qui a 62 ans et qui vit aux États-Unis depuis 40 ans. Et eux, ça se passe comment avec votre maman? Alors, on est tous chacun chez soi, en fait. Voilà. On est incapable de communiquer, voilà. Et moi, je pense être la seule qui est capable d'aller vers eux en leur disant si vous avez des choses à me dire, puisque dans les familles, il y a des conflits, c'est ça arrive. Et moi, je suis à la recherche de la vérité. Donc, même pour moi, pour évoluer, si je fais des erreurs, je veux bien les entendre de façon à évoluer et justement peut-être à changer certaines façons de faire qui me viennent inconsciemment. Donc, c'est important d'en parler, mais je n'y arrive pas. Donc, ce sont des personnes avec lesquelles on ne peut pas parler. Il y a des non-dits. Il y a faut rien dire. Donc pendant des années, si vous voulez, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Enfin, au moment où mon père est décédé, en fait, j'étais voir mon psy
Et il y a beaucoup de choses qui se sont révélées en fait. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, on était heureux. On était dans une famille où on faisait la fête. Tous les dimanches se passait en famille, tout le monde se réunissait. On vivait chacun dans notre coin, mais on savait que quand il y avait un repas, on était invités, on y allait, on était vraiment très heureux. Et en fin de compte, tout ce gros bonheur-là, ça cachait finalement pas mal de choses qui disaient pas. Vous voyez, c'était il y avait quand même votre père qui était violent avec votre mère, malgré. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ah oui, oui malgré une apparence de famille unie, c'était en fait une famille désunie. Enfin, tout le monde savait que c'était pas la. Enfin, ça, si vous voulez, il s'est calmé au moment où moi je suis partie de chez moi. J'allais avoir 18 ans, voilà. Oui, donc à l'époque, l'émancipation c'était 21 ans. Donc vous voyez, donc à 18 ans, j'ai pas attendu 21 ans, je suis partie. Mon frère avait un petit studio et enfin c'est même pas un studio, c'est une chambre de bonne sous les toits, mais qui était super parce qu'à l'époque c'était vraiment on était un peu tous des babacools plus ou moins. Et qu'est-ce qui fait que cette maman a protégé n'est plus à protéger aujourd'hui à 94 ans? J'ai pas compris votre question. Qu'est-ce qui fait que cette maman qui était durant toutes ces années quelqu'un que vous considériez comme devant être protégée par vous, aujourd'hui, voilà, alors qu'elle a 94 ans et qu'on pourrait imaginer, alors je ne sais pas si elle est, comment elle va, hein, et quelle est sa santé, si elle est autonome. Elle va bien, elle a eu des problèmes de santé, mais elle va bien. D'accord, donc elle n'a pas besoin d'assistance très importante, enfin à son âge. Elle est très entourée. Elle a quelqu'un qui vient chez elle pour la nourriture, enfin pour les repas, le ménage. Elle a une assistance quand même où elle peut appuyer sur un bouton si jamais il y a un souci. D'accord. Enfin bon voilà. Et ma question c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez ce sentiment qu'elle a plus besoin justement que vous la protégiez? Qu'est-ce qui a déclenché ça ou comment c'est arrivé? Oui, c'est pas mal comme question parce qu'en fin de compte, oui, c'est vrai, c'est complexe, mais je comprends le fond. Ce qui se passe, c'est que je pense qu'elle n'a pas besoin, justement, c'est ça le truc, c'est que je viens de réaliser qu'en fin de compte, elle n'avait pas besoin de moi. Voilà. Est-ce qu'elle n'a pas besoin de vous ou elle n'a pas besoin d'être protégée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose? Elle n'a pas besoin d'être protégée. C'est-à-dire que, comment vous expliquer, c'est compliqué avec elle parce que bon, elle nous a toujours raconté depuis qu'on était gosses, bon, toute son histoire. C'est vrai que c'est vraiment Cosette, hein, c'est vraiment une histoire très très triste, hein, parce qu'elle n'a pas connu sa mère et qu'elle a vécu chez les bonnes sœurs. Enfin bon, bref, et que son père est mort quand elle avait 10 ans. Enfin bon, voilà. Donc tout ça fait qu'elle a été élevée à l'orphelinat. Enfin voilà. Donc elle nous a raconté après la rencontre avec mon père qui a commencé dans comment ça s'est très bien passé au début comme chaque fois, puis qui finalement ça a tourné vraiment vinaigre puisqu'il il s'est avéré être très violent. Donc ça, si vous voulez, elle nous a raconté dans les détails exactement pendant toute notre enfance, on a été baigné là-dedans et dans le christianisme. Voilà, donc elle nous faisait. Est-ce que vous diriez que votre maman était un peu victime, un peu ce qu'on appelle en posture de victime? Oui, je pense qu'elle était. J'ai toujours pensé qu'elle l'était, mais j'ai découvert que finalement elle l'était pas tant que ça et que mon père était violent, certes, mais que s'il avait été soigné, bon à cette époque-là ça se faisait pas vraiment, on n'était pas encore dans la psy, etc. et tout ça. Et en fin de compte, il n'avait pas de soins appropriés, donc voilà. Donc, mais je pense qu'en plus il avait un travail qui était très dur. Il était ouvrier, il travaillait très dur. Donc voilà. Bon, après c'est arrangé. Oui, donc vous êtes en train de dire que votre maman, aussi terrible que ça puisse paraître, il trouvait un peu son compte. Enfin, ça renforçait son scénario de victime. Je pense qu'en fin de compte, bon, il a été violent, mon père, mais jusqu'au moment où moi je suis partie parce que c'est important que je revienne là-dessus. Quand je suis partie j'allais avoir 18 ans. En fin de compte, ça a déclenché pas mal de choses chez mon père et il a changé en fait. Voilà. Parce que je pense qu'il aimait ses enfants, parce qu'on est quand même 4. Oui.
Et je pense qu'il aimait ses enfants et il les a jamais abandonnés, malgré que le travail était difficile. Ouais. On n'a jamais manqué de rien. Il a toujours été là et même malgré des moments durs, il était surtout avec moi parce que j'étais l'aînée, donc enfin pas l'aînée mais l'aînée des filles, parce qu'on est 3 filles et un garçon. C'était avec moi qu'il était le plus dur en fait, alors que j'étais sa chouchoute jusqu'à l'âge de 5 ans. Il voyait que par moi, il était complètement fou de moi, comme dit ma mère. C'était vraiment le bébé adoré de son père. Et en fin de compte, quand je suis rentrée en primaire, il a commencé à me dire que j'étais nulle, que j'arriverais jamais à rien, que j'étais une bonne à rien, etc. et tout ça. Et puis il a commencé à être violent. Et donc, il battait tout le monde. En fin de compte, il se défoulait sur tout le monde. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'il y avait tout un tas. Je pense que ma mère a sa part là-dedans. Même si c'est vrai que ça ne devait pas être facile tous les jours pour elle pour l'avoir vu. Donc c'est compliqué. Donc oui. Et qu'est-ce qui a déclenché? Parce que si on revient au début, vous dites qu'il y a 3 mois, il s'est passé un événement qui fait que là, c'est la goutte. Est-ce que vous parlez de goutte qui a fait déborder le vase? Là, vous nous avez parlé du vase, et je voudrais qu'on revienne sur la goutte. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'en fin de compte, parce que elle ne, voilà, ce qui m'a énervée, c'est qu'elle ne veut pas voir les choses comme tu dis. C'est-à-dire qu'elle refuse de voir les choses en face. En fait, je pense que elle a 94 ans, quoi. Je l'ai traitée de menteuse, en fait, si vous voulez. Voilà. Oui. Ouais. Il y a un auditeur qui envoie un merveilleux SMS, une phrase de Pagnol qui dit: le problème est qu'on arrive trop tard pour refaire l'éducation de nos parents. Ah non, mais c'est pour ça alors, que à plus forte raison, à 94 ans, je rajouterais. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue à avoir ma psy et que j'essaie j'essaie de passer là-dessus. Je me dis effectivement, il faut arrêter avec ça. Faut vraiment que ça s'arrête un jour. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense que le fait de ne pas l'avoir vu depuis 3 mois et sans culpabilité, ce qui change énormément, ce qui prouve que j'ai quand même avancé un peu, parce qu'à un moment donné, quand ça se passait, je l'appelais dans la minute parce que je pouvais pas le supporter, parce que ça me mettait vraiment dans un état pas possible de lui avoir parlé comme ça, etc. Or là, pas du tout. Donc je me dis qu'après tout, j'ai 60 ans, ça va, basta, et qu'elle a aussi le droit de me respecter. Voilà. Donc il y a aussi, parce qu'elle ne voit pas ses enfants comme des adultes, et elle a cette façon, avec son affection, son amour de mère, qui bizarrement, c'est comment dire, ambivalent, je trouve. Dans ce que vous dites, vous voyez, il y a comme l'espoir encore et toujours, et ça revient à la phrase de Pagnol, de changer votre mère par votre comportement. Or, elle a 94 ans, vous n'allez pas la changer. Non, je ne veux pas la changer. Mais là, non, mais vous ne la changerez pas. Ah non, mais ça c'est clair. Non, ça c'est hors de question que je la change. En fait, ce qui est nouveau pour vous, ce qui vous étonne, c'est: je n'ai pas de culpabilité, je n'accours pas maintenant à la première occasion pour la soutenir. Donc pour vous, c'est une progression. C'est pour ça que je commence peut-être, je me dis, après tout, tu es adulte, maintenant ça va, tu vas pas non plus culpabiliser tout le temps. Mais elle, telle que je la connais, je pense qu'elle se prend encore pour la victime du siècle, en fait, vous voyez, parce que c'est toujours elle la victime. Quand on parle avec elle et qu'on lui dit quelque chose ne va pas, eh ben, elle dit, bon, t'as raison, puisque tu le dis, c'est que c'est vrai. En fait, on peut pas parler, on peut pas échanger, parce qu'il y a comme un mur, en fait, on ne peut pas être plus malheureux qu'elle, on ne peut pas être plus... Et donc vous n'avez pas de soutien de sa part? Donc il y a pas de compréhension. Je me sens incomprise avec elle depuis des années, sauf que je l'avais jamais vue parce que j'étais aveuglée par l'amour que j'avais pour elle. Et les choses se sont révélées au moment du décès de mon père, qui fait que je me suis un peu réveillée parce que j'ai vu son comportement, voilà, pour la faire courte. Et en fin de compte, c'est ce qui a fait que j'ai vu ma mère autrement, son visage, j'ai vu un autre visage de ma mère. Et maintenant, je peux plus même dire que je l'aime, vous voyez. Je peux même plus dire. Je suis tellement, j'arrive même plus. Je pense que, comme me dit ma psy, je vais quand même lui téléphoner. Enfin, ma psy m'a dit téléphoner lui quand même parce qu'elle est âgée, etc. Il y a Natoun qui demande: est-ce que vous vous êtes demandé comment allait votre maman depuis votre accrochage? Mais je pense, parce que je l'ai appelée quand même suite à mon psy, et elle était encore dans un état où quand c'est comme ça, elle ne dit rien au téléphone, elle attend qu'on parle. C'est elle la plus malheureuse du monde, voilà. Donc en fin de compte, les choses ne changent pas. Donc c'est pas grave. Bon, moi maintenant, comme j'ai envie d'avancer, je me dis c'est pas grave. Je lui ai simplement dit voilà, je t'appelais pour savoir comment tu allais, voilà. Maintenant, et puis c'est tout. Et puis j'ai pas été plus loin parce que j'ai bien vu que ça servait à rien. Parce qu'elle est dans sa toute puissance de mère, comme dit ma psy,
elle est au centre des choses, puisque elle est au centre de nous, de la fratrie, et en fait, elle manipule un peu comme elle veut les gens. Voilà. Oui, Parce qu'elle n'est pas pareille avec ma sœur, elle n'est pas pareille Lisa, avec... tout ça est possible, mais voilà. c'est en fait, je reprends. Moi, j'aime beaucoup la phrase "on arrive trop tard", mais pour refaire l'éducation de nos parents. Mais c'est là surtout que, vous voyez, vous me parlez de votre maman qui a 94 ans, oui, et oui, qui est quand même, oui. voilà, et c'est ça qui interroge. C'est pas du tout. J'essaye pas de vous dire c'est non, pas bien, c'est pas bien, pas bien. Oui, c'est oui. juste que là, vous êtes en train tant mieux de faire un chemin très important pour vous, et je l'entends. Ouais. Mais quelquefois, c'est bizarrement, c'est ni dans la proximité ni dans la distance qu'on arrange une relation comme ça avec un père ou une mère qui est compliquée. Oui, alors justement. Mais c'est en étant dans la relation. Vous voyez, c'est-à-dire c'est vous en étant en relation avec cette maman, en étant les filles que vous êtes, que vous avez envie d'être, peu importe. Ce qui est important, c'est le comment vous le vivez. Voilà. C'est-à-dire que quand elle est comme ça, comme vous dites, dans sa posture de victime, qui vous insupporte, parce que finalement, en étant proche ou loin, vous restez, en fait, vous ne bougez pas. Je sais pas si vous me suivez. Vous êtes exactement dans le même état. Je comprends très bien, mais le problème, c'est qu'elle est dans une conversation, si je reviens vers elle, parce que j'ai déjà fait plusieurs fois, elle est capable de dire des trucs, alors peut-être qu'elle les dit inconsciemment, j'en sais rien, mais je trouve que, elle, en fin de compte, vous avancez, vous avez fait beaucoup d'efforts sur plein de trucs, vous sentez que vous avancez, elle vous voit toujours comme vous étiez il y a 20 ans avant, et elle vous lance des trucs qu'elle vous lançait il y a 20 ans. Elle bougera pas. Alors, c'est ce que je vous disais. Donc, au bout d'un voilà, exactement. Donc, je sais qu'elle bougera pas, mais donc moi, comme je ne peux plus, j'ai du mal à le supporter, j'en suis pas encore là. Je préfère ne pas trop, pour l'instant, je préfère m'en écarter. Et puis en plus, je vais vous dire franchement, parce que je vois l'heure qui passe, je vais me dépêcher. Mais simplement, je dirais que c'est vrai que quand on est en face l'une de l'autre, on n'arrive même plus à communiquer. Vous voyez, donc moi je rentre chez elle, j'ai une seule hâte, c'est partir. Oui, ce qui serait intéressant, Lisa, c'est que comme vous savez, qu'elle changera pas, et que ça risque d'être aussi douloureux finalement, bizarrement pour vous, de la voir que de ne pas la voir. Même si aujourd'hui vous dites tiens c'est étonnant, ça me fait rien, mais voyez quand même, ça vous interroge, vous appelez pour ça, enfin ça vous questionne. Oui, c'est vrai. Et donc ce qui là il y a quelque chose, mais voyez ça peut-être avec votre psy à travailler, c'est votre là où vous pouvez agir, là où vous avez de la liberté, c'est sur votre ressenti, sur qu'est-ce que vous faites de ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est ni ne juger votre mère, parce que on peut refaire l'histoire, mais c'est plutôt être dans l'acceptation finalement, vous voyez, qui est un peu le thème d'ailleurs. C'est intéressant de toute l'émission, être un peu dans cette acceptation. Vous ne la changerez pas. Il y a eu des jolis moments de votre vie. Il y a ce que vous avez fait de votre mère, c'est-à-dire cette femme à protéger. Il y a cette femme que vous découvrez maintenant en grandissant avec plus de maturité, en posture de victime. Vous n'avez pas envie de rentrer dans son jeu. Mais c'est ok ça. Non. Mais et en fait c'est là votre marge de liberté, votre marge de manœuvre, c'est ne pas rentrer dans son jeu mais rester dans le lien. Parce que vous écartez du lien. Bien sûr, on pense à elle, mais on pense à vous aussi, hein. Vous voyez les deux. Donc faut faire comme si de rien n'était. Et non, puis, je vous parle pas de ça justement. Non, parce que parler de faire comme si de rien n'était, c'est je balaye et je mets la poussière sous le tapis. Alors ça, l'inconscient, il adore. C'est pas dans mon style, ça. Oui, mais alors là, vous voyez, là, j'y crois pas du tout le faire. C'est au contraire faire comme si tout était là, en conscience. Vous savez qu'elle joue à la victime. Vous la connaissez par cœur. Il y a un truc génial dans la vie, c'est l'humour, c'est la distance. Voyez, c'est ce que j'ai en fait. J'ai beaucoup d'humour. Le jour où vous arriverez à rire de ses travers, avec toute votre affection, parce qu'elle est toujours là, bien sûr, votre affection. Bien sûr, vous voyez, le jour où finalement tous ces défauts, tous ces travers vous feront plus rire que vous agacer. Là, parfois, ça m'a fait rire parfois, oui. Et là, vous gagnez une manche dans ces cas-là. Mais bon, il y a eu des moments difficiles que j'ai eu aussi de mon côté dans ma vie, donc ce qui fait qu'évidemment, on est beaucoup plus fragilisé par certains moments de sa vie, ce qui fait que parfois, c'est plus compliqué, vous voyez. Bien sûr. Non, mais vous avez raison, puis une mère. Non, mais bien sûr, on a toujours l'espoir, si vous voulez, d'être écoute. Vous me dites quoi? Vous me dites que vous êtes une petite fille, une jeune fille, une femme, avec un grand F, qui n'a pas été écoutée par sa maman. Je veux dire, c'est quand même douloureux. C'est douloureux. Donc, l'attente, que vous ayez 60 ans ou vous en ayez 10,
la tante, elle n'a pas d'âge. Cette attente-là, elle n'a pas oui, d'âge. je suis d'accord, Voilà. ça je sais bien, oui. Voilà. Oui, oui, Et c'est tout à ça fait. qui fait que ça tend la relation entre vous et votre maman. Oui, bah oui. Vous voyez, c'est qu'en fait, ta tante, elle est si vive, elle est encore si vive, elle a l'âge d'une petite fille de 10 ans, de 15 ans. Oui. La Donc, petite fille qui est en moi qui... bah oui, qui aimerait bien qu'enfin maman écoute ses problèmes et qui elle aussi a des soucis de femme aujourd'hui. Et qui aimerait les partager. Et cette maman finalement pas très à l'écoute, bah ça vous fait souffrir. Ce qui se comprend, mais à un moment donné, voilà, comme on grandit, c'est ce que je disais tout à l'heure à Laura qui racontait qu'elle retrouvait sa maman après un état végétatif. Je lui disais ne refusionnez pas, allez de l'avant, voyez, servez-vous-en pour grandir. J'ai envie de vous dire la même chose. À un moment donné, on lâche. Moi, je suis pas en fusion avec ma mère. Il n'y a pas de fusion du tout. Hein. On n'est pas du tout en fusion. Ouais. Mais on n'est pas du tout en fusion, mais on a été très très proches pendant toute mon adolescence et pendant tout le temps où j'ai fait Zorro, quoi, en gros, si vous voulez. Voilà. Ouais, vous avez fait Zorro et vous en avez marre de faire Zorro. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, j'ai pas été... Oui, vous en avez marre de faire Zorro, mais vous pouvez faire autre chose que Zorro. C'est ça que je suis en train de vous dire. J'ai pas eu de vie de couple vraiment stable, vous voyez, ça m'a complètement... Enfin, je pense qu'il y a tout ça vous qui lui a en fait voulez que, beaucoup à cette maman, vous lui en voulez beaucoup. Mais c'est pas elle la responsable, non, du tout, non, mais je dis vous lui en voulez beaucoup inconsciemment. Forcément un peu. Oui, bah parfois j'ai un peu. Comme vous un peu dites, la j'ai haine, pas eu comme on de. dit. Bah Il y a voilà. un petit peu, parfois je ressens un petit peu de haine, Ouais. Mais bon, voilà, c'est. Ouais, voilà. Donc il va falloir faire avec, parce que ce que vous me dites, c'est ce que me dit mon psy aussi. Donc, alors je vais devoir m'y résoudre. Il y a Léa qui pose une question amusante. Elle dit Sophie, pouvez-vous répondre à cette question? Pourquoi les gens vous appellent alors qu'ils ont déjà un psy? C'est parce qu'ils ne croient pas à leur psy? Alors j'ai envie de vous poser la question. Non, alors je vais vous dire pourquoi. Oui. C'est parce que on est quand je vais voir mon psy, j'ai l'impression que je vais voir une copine, quoi. Voilà. Parce que je lui parle comme si je parlais à une amie, vous voyez. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait. Alors que moi, c'est plus distancié. Oui, voilà, c'est pas du tout pareil. Oui. D'accord, donc ça vous permet en fait, voilà, j'avais envie d'avoir vos éclairages. D'avoir un peu plus de distance. Bon. Voilà, Sophie. Bah écoutez, je vous souhaite un très bel été, Lisa, hein, et des vacances. Merci, si vous en prenez. Vraiment, merci. J'aime beaucoup ce que vous dites. Mais je voulais vous faire part d'une chose vite fait avant qu'on puisse terminer. Oui. C'est que j'ai essayé de vous avoir sur Internet et il y a des gens qui sont passés pour Sophie Peters. Et en fin de compte, j'ai envoyé un mail. Il a fallu. Enfin bon, c'est assez spécial. On en parlera hors antenne, d'accord, parce qu'on doit se quitter. Oui, bonsoir, Lisa. Merci. Bonsoir. Merci, Sophie. Allez, bonne nuit à tous. Très très bonnes vacances de juillet. Je vous retrouve le 4 août avec grand bonheur pour passer l'été avec vous et des douces nuits chaudes.